Soyez les bienvenus aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous mensuel de l'interview ambitieuse où j'aurai donc l'honneur de mettre en avant des femmes uniques, talentueuses, charismatiques, indépendantes, ambitieuses bien évidemment et qui donnent la priorité aux relations saines, qui m'inspirent et qui font que je suis la femme que je suis aujourd'hui grâce à elles. Je suis Cathy Locher, née à Zurich, originaire donc du Valais en Suisse, maman de 2 garçons et j'habite entre Genève et le Portugal. J'ai décidé, il y a un peu plus de 2 ans, de donner vie à mon rêve de jeune fille et de fonder mon agence de coaching en images et en développement personnel. Forte de plus de 20 ans d'expérience de soutien aux cadres dirigeants de haut vol en Suisse, coach en développement personnel depuis plus de 14 ans, consultante en images depuis 2021, j'accompagne désormais les femmes entrepreneurs à développer leur image et leur confiance en elles pour booster leur charisme et leur business. Bonjour. Pour cette entrevue de l'interview ambitieuse, aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir accueillir la charmante et charismatique Nathalie Martins-Jacquet. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne et en fait à activer la cloche pour recevoir justement les modifications des prochaines vidéos. Alors, bonjour Nathalie et merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Alors, on était justement en train de l'évoquer tout à l'heure. Notre rencontre, il me semble, date de presque une dizaine d'années, si ce n'est plus. Donc, où nous avons eu la chance, la joie, le plaisir de travailler ensemble auprès de la chancellerie de la République et du canton de Genève. On a aussi collaboré sur divers events, comme on dit, si bien. Et puis, on s'est un petit peu perdu physiquement de vue, mais grâce aux réseaux sociaux, on est toujours resté connectés, où j'ai pu suivre tes avancées comme toi aussi. Alors, je te laisse peut-être te présenter et nous évoquer en fait ton parcours professionnel. Avec plaisir. Donc, bonjour Cathy, bonjour à tous. En quelques mots, donc, je m'appelle Nathalie, j'ai 42 ans. Je suis née à Genève avec un père suisse, une mère allemande. Je suis moi-même maintenant mariée et j'ai 2 garçons. Je pense que le fait d'être née dans cette ville à vocation internationale m'a beaucoup influencée sur la suite, le choix de mes études, du début de ma carrière professionnelle. J'ai effectivement étudié les relations internationales et j'avais surtout l'envie, l'ambition de travailler pour des grandes organisations comme le CICR, l'ONU ou d'autres ONG, Médecins sans frontières, etc. Mais c'est un projet que je n'ai pour finir pas concrétisé pour différentes raisons. Et après, voilà, des formations aussi supplémentaires, des mandats à droite à gauche, quand même dans ce domaine, justement des organisations internationales et des ONG. J'ai ensuite commencé à travailler au service du protocole, qui est donc rattaché à la chancellerie d'État, et c'est là où on s'est connu Cathy. J'ai fait environ 10 ans dans ce service. Donc, c'était pour moi génial parce que c'était vraiment un compromis dans le sens que je pouvais quand même rester à Genève auprès de mes proches, mais j'avais quand même l'impression de voyager un petit peu à travers le monde, étant donné que c'est quand même un peu l'interface entre cette Genève internationale et cette Genève locale. Mais au fond de moi, j'avais quand même toujours un petit peu envie, voilà, de faire quelque chose vraiment tourné vers l'humain, de m'engager pour une cause. Alors peut-être pas forcément de partir sur le terrain, comme ça avait été une idée il y a quelques années, mais voilà, de m'engager en fait pour une fondation, association, organisation, quelle qu'elle soit. Et après ces 10 ans protocole qui étaient absolument fabuleux, où j'ai énormément appris, je me suis lancée dans un tout autre domaine, qui est le domaine de la philanthropie. Et j'ai commencé dans une fondation qui s'appelle CanSearch et qui soutient la recherche médicale contre le cancer pédiatrique. Donc, c'était un nouvel environnement, c'était un nouveau job. J'étais surtout en fait la fundraiser de la fondation. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend pour aller demander des fonds? Maintenant, on le fait bien évidemment avec le cœur parce que c'est pas pour nous directement, mais pour une cause. Donc, c'était quelque chose qui, voilà, qui m'a beaucoup parlé.
ça correspondait aussi un petit peu avec cette période de ma vie où je suis devenue maman. Donc de travailler évidemment pour la cause des enfants, ça m'a tout de suite parlé. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai eu envie de diversifier encore plus mes tâches et je suis allée dans la fondation dans laquelle je suis maintenant, qui est Make-A-Wish, qui réalise les vœux des enfants atteints de maladies graves. Et là, voilà, je dois diriger l'entité suisse, donc c'est une chouette opportunité pour moi aussi d'avoir une activité très, très variée. Parce qu'au niveau de ma personnalité, je pense que voilà, je suis un petit peu hyperactive et toujours un petit peu aussi peur de m'ennuyer. Donc, il faut que je fasse beaucoup de choses et que ce soit très varié. Oui, c'est intéressant. Peut-être tu peux nous expliquer comment fonctionne Make-A-Wish pour ceux qui ne connaissent pas ça. Oui, avec plaisir. Donc déjà, effectivement, c'est un nom anglophone parce que ce mouvement est parti des États-Unis. Donc il y a plus de 40 ans, pour vous raconter la première histoire, un petit garçon qui s'appelle Chris était atteint de leucémie. Et en fait, son grand rêve, lui, ce qui lui permettait un petit peu de passer cette épreuve difficile de sa vie, il a toujours dit à ses proches, j'aimerais beaucoup, beaucoup être policier, même si c'est pour un jour, parce que voilà, il était encore jeune, il avait 7 ans, mais de se mettre dans la peau d'un policier. Et il habitait Phoenix et la police de Phoenix, ainsi que tous les habitants, la communauté, tous ses proches se sont mis en quatre pour réaliser son souhait. Ça a été une réussite et ça a inspiré en fait la création d'une vraie organisation qui puisse délivrer ce genre de prestations aussi à d'autres enfants et amener ainsi du bonheur à d'autres bénéficiaires. Et l'organisation elle-même a été créée donc aux États-Unis, mais ensuite elle a grandi. Elle s'est aussi exportée et maintenant il y a des organisations Make-A-Wish présentes dans 50 pays. Donc nous, on s'occupe de la fondation suisse qui reste quand même indépendante au niveau légal et financier, mais qui est rattachée à ce réseau des organisations Make-A-Wish. Et ce qui est une chance en fait d'être attaché à ce réseau parce que pour la réalisation de nos projets, qui sont les vœux des enfants, on peut s'appuyer en fait entre affiliés de ce réseau. Donc très concrètement, nous, on a un enfant qui est sur notre territoire suisse, qui va exprimer un vœu qui pourra se réaliser peut-être dans notre pays. Mais si ce n'est pas le cas, si l'enfant doit se déplacer parce qu'il va rencontrer une personnalité, il veut se rendre dans un endroit en particulier ou vivre une expérience, ça sera en fait notre collègue de cet autre Make-A-Wish qui va nous ouvrir les portes, nous aider dans la logistique et la réalisation de son vœu. En fait, la boucle est bouclée par rapport à l'international, comme tu l'évoquais, effectivement. Il y a cette opportunité de voir que ce soit d'un côté déjà sur notre territoire suisse qui est assez vaste malgré tout, avec Mmh. les différentes barrières qu'on connaît, qu'elles soient linguistiques et autres, et puis effectivement le côté international. En tout cas, merci pour ces explications. Maintenant, j'aimerais revenir un petit peu vers toi. Tu es une femme de charisme. Quelle est en fait la définition du charisme pour toi? Alors, bah, je te remercie de le dire, mais je suis pas sûre moi-même d'être une femme de charisme parce que la définition que j'ai, je trouve qu'elle est assez élevée. Je vais être tout à fait honnête. Pour moi, quelqu'un qui est vraiment charismatique, c'est une personne qui a une prestance extraordinaire, une certaine autorité. Rien que de rentrer dans une pièce, même avant de parler, tout le monde est en admiration et lorsque la personne prend la parole, c'est vraiment facile pour elle de fédérer, de faire adhérer les gens à ce qu'elle dit, et cetera. Donc je pense pas en être à ce stade, mais voilà, pour moi, quelqu'un de charismatique, enfin, c'est pas que c'est rare, mais c'est vrai que c'est quand même un niveau très, très élevé. Je pense que tu doutes parce qu'en fait, tu parles de fédérer, c'est quelque chose en fait que j'enseigne et que j'accompagne dans mes programmes. Effectivement, c'est ce côté du charisme. On est toutes, tous charismatiques dans des domaines un tout petit peu différents, mais c'est intéressant de voir la définition que tu en as effectivement. Pour revenir à autre chose, tu as parlé donc de ta carrière professionnelle et personnelle avec les enfants. Quels ont été en fait pour toi les plus gros challenges par rapport justement au succès? Alors, bon, déjà, sans vouloir jouer sur les mots, quand on parle de succès, là, j'ai aussi besoin d'une définition parce que je pense qu'on n'a pas tous la même. En ce qui me concerne, le succès, c'est de trouver un bon équilibre
tout entre à tous fait. les piliers de ma vie. Donc, c'est pas forcément un succès dans le sens gravir les échelons, réussir au niveau, on va dire, financier, etc. Bien évidemment que c'est important, je suis pas en train de dire le contraire, mais pour moi, en tout cas, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir réaliser mes rêves, hein, un petit peu comme les enfants chez Make-A-Wish, et de trouver un bon équilibre justement entre mes différentes casquettes. Donc, pour ceci, effectivement, j'ai rencontré des défis, des obstacles. Déjà, lorsque j'ai décidé de changer un petit peu d'orientation professionnelle, on sort de sa zone de confort. Ouais. Donc, c'est très stimulant aussi, bien évidemment, mais ça peut faire peur. C'est vrai qu'il y a aussi, voilà, des personnes qui n'ont pas forcément compris le choix que j'avais fait à ce moment-là, parce que ben, je suis partie d'un environnement plutôt stable, fixe, avec voilà, des bonnes conditions aussi en tant qu'employée, etc. Et je me suis lancée tout d'un coup dans un monde que je ne connaissais pas énormément, où on doit aussi chercher les fonds pour faire vivre son organisation. Donc c'était voilà, partir un petit peu quand même à l'aventure et quitter son confort. Donc son confort, voilà, comme je disais, un peu matériel, mais aussi son confort en termes de ce qu'on sait faire et de ce qu'on connaît. Mais en l'occurrence, j'adore ce genre de défi. Donc c'était avec plaisir que je l'ai fait. Ouais. Et puis après, ben, l'autre challenge dont j'ai un petit peu parlé aussi, c'est qu'en tant que femme et en tant que mère, ben, on essaye d'être sur tous les fronts. Il n'y a pas que la personne voilà, qui travaille, qui a ses enfants, mais on a aussi une vie sociale, on a aussi envie un petit peu d'avoir du temps pour soi, etc. Donc, je parle beaucoup d'équilibre et c'est vrai que pour moi, c'est de trouver la balance en fait entre toutes les choses importantes de sa vie et c'est ça pour moi le plus challenging. Je pense que tu l'as trouvé justement cette balance. Et puis donc, tu parles de ces développements. Quels conseils, en fait, tu donnerais aux femmes qui ont envie de réussir, qui veulent réussir leur vie privée, professionnelle? Alors déjà effectivement de réfléchir à c'est quoi pour elles de réussir, c'est quoi leurs objectifs, qu'est-ce qu'elles aimeraient vraiment atteindre et ensuite, ben, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais d'oser se lancer. Mmh. Écouter les autres, c'est bien, mais il faut quand même s'écouter soi-même en tout premier, écouter son instinct, son cœur. Et alors là, je suis la première à l'avoir fait, mais de se faire plus confiance, effectivement, parce qu'on est, en tant que femme, c'est malheureux, mais on est toujours en train de se sous-estimer. Mais est-ce que je vais vraiment être capable? Est-ce que je vais pas me casser la figure? Eh ben, ben peut-être que tu vas te casser la figure, mais c'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà, le conseil, ce serait vraiment de s'écouter et de se lancer, d'oser. Voilà, d'oser. Mm. C'est ce qu'on dit régulièrement, justement, faire, oser, oser. Si tu devais changer une chose, justement, dans ce parcours de vie, quelle serait-elle? Alors, je pense que c'est quand même ce petit côté terrain. J'ai parlé au début de mes envies de travailler pour des organisations humanitaires, et cetera. Alors, j'ai fait des stages à l'étranger, mais j'ai pas fait du terrain comme on l'entend vraiment dans ce milieu. Et je pense qu'effectivement, si c'était quelque chose à refaire, j'aurais fait ceci. Maintenant, c'est pas un regret voilà, auquel j'attache une aussi grande importance parce que je pense que si ça s'est pas fait à ce moment-là, c'est que j'étais pas prête, tout simplement, de le faire. Et je suis très contente pour finir de, de la suite des événements. Donc, c'est un demi-regret. Oui. Tu penses qu'est-ce que ça t'aurait apporté de plus? Peut-être pas du côté professionnel, mais peut-être beaucoup plus du côté de ta personne? D'avoir Exactement. sur le terrain, je pense que c'est les échanges peut-être, oui? Oui, c'est exactement ça. À la base, je suis plutôt une personne introvertie qu'extravertie, même si avec le temps, on évolue bien évidemment. Mais je pense que c'est ce genre d'expérience, on apprend à mieux se connaître et à grandir, tout simplement. Donc, j'ai beaucoup voyagé, mais c'est vrai que j'ai jamais été dans des situations très délicates où je me suis retrouvée seule, etc. J'avais quand même pratiquement toujours quelqu'un sur qui je pouvais compter, partager. Ce qui est très bien, évidemment, mais ce qui fait grandir, c'est quand on est justement dans des situations un petit peu risquées, quand on se met soi-même, j'en reviens toujours à ma zone de confort. C'est Ouais. intéressant
que tu dis par rapport au fait d'être en fait justement de sortir de cette fameuse zone de confort pour aller Mmh. chercher ce que tu évoques effectivement. C'est intéressant. Pour revenir à quelque chose d'un petit peu plus différent, bien qu'on pourrait développer, le les échanges humains pendant des heures, parce que j'adore ça et puis toi aussi. Dans un monde, en fait, professionnel dans lequel on vit, quelle importance tu donnes, justement à cette apparence, pas physique, mais à l'apparence en général? Alors, de manière générale, je suis pas forcément attachée tout de suite à l'apparence, mais je pense que dans un monde professionnel, il faut quand même respecter certains minima. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir s'adapter à chaque situation. Donc quand on se rend dans un endroit particulier, qu'on est reçu par une personne, pour moi, c'est du respect, en fait, envers cette personne. Donc il faut pas forcément avoir le dernier tailleur Chanel ou le grand costard pour un homme. Mais voilà, il faut être soigné, propre sur soi et tout simplement donner une bonne image. Ensuite, voilà, cravate, pas cravate, etc. Pour moi, c'est effectivement pas ce qu'il y a de plus important, mais de nouveau, c'est personnel. Mais de montrer qu'on a fait l'effort et qu'on a su s'adapter à notre interlocuteur. Donc ça, c'est par rapport à une personne, mais je pourrais dire la même chose d'un dossier en quelque sorte. Enfin, maintenant que je suis dans tout ce qui est justement sollicitation, ça me paraît juste logique quand on s'adresse à un potentiel donateur, pour donner un exemple très concret, bah, de soigner son dossier. Donc, c'est aussi une première impression qui va faire la différence. Ouais, c'est intéressant que tu évoques justement c'est ce fait de dossier. C'est vrai que c'est ce qu'on a un peu tendance à laisser couler aujourd'hui. Et puis, restons là dans l'image. Quelle importance apportes-tu aussi aux couleurs que tu portes? Que ce soit professionnellement ou en privé, mais en particulier professionnellement? Oui. Alors, je pense que c'est aussi pas mal lié à la personnalité. Alors là, de nouveau, je repars sur, je dirais, mon expérience en tant que personne et ayant été aussi assez timide, c'est clair que de mettre des couleurs voyantes, bah, c'est quelque chose que je ne faisais pas. De me mettre tout d'un coup, je ne sais pas, en rouge ou en rose, parce qu'on n'a pas forcément envie que tout le monde nous regarde. Donc, on va faire un petit peu attention à ça, mais en même temps, et mince, je veux dire, il faut vivre, il faut, voilà, la vie, elle est colorée, elle a ses hauts, ses bas, donc il faut aussi oser. De nouveau, on en revient à ce verbe oser, les couleurs, d'avoir des choses peut-être un peu moins classiques, etc. Donc en fait, maintenant, je suis plutôt passée entre guillemets de l'autre côté. Alors c'est pas que je suis tout le temps bariolée, mais je trouve que ça change et que ça apporte de la joie et c'est voilà, c'est Tu y quelque chose. réfléchis en fait? Tu vas voir, peut-être des enfants quand comme tu m'as expliqué l'autre jour que tu avais l'opportunité de participer ou d'être présente, quand tu le pouvais, quand ton agenda te le permettait, pour accompagner certains vœux d'enfants. Je pense que c'est ce que j'ai compris. Est-ce que tu y réfléchis? Est-ce que tu te dis: «Ben, je vois un enfant aujourd'hui qui est gravement malade, je mets peut-être un peu plus de couleurs» ou comment est-ce que tu vois ça? Alors oui, je pense qu'il y a le côté couleur et puis il y a aussi le côté, enfin, style, dans le sens que si on va voir un enfant, on va pas y aller en talons, et cetera, comme si on allait à un gala. On va de nouveau s'adapter, en fait, à la personne qu'on va rencontrer et y aller de manière plutôt décontractée et nous, en tout cas, dans notre mission, chez Make-A-Wish, on doit apporter du bonheur. Donc, évidemment qu'on ne va pas y aller avec des couleurs sombres. Donc oui, c'est aussi quelque chose qui va Ouais, donc rentrer. tu réfléchis effectivement, Ouais. donc tu en as Mmh. conscience en fait, c'est Oui, justement ça. oui. Pour aller dans un autre, domaine que tu exerces aussi, quel conseil donnerais-tu en fait pour être à l'aise devant une audience? Aussi grande soit-elle, hein, l'audience peut être, de quelques personnes uniquement. Oui. Alors, de nouveau, je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je crois que la clé, c'est d'essayer de rester le plus naturel possible, Mmh. d'essayer de jouer un rôle ou de se formater, voilà, chasser le naturel, il revient au galop, donc je veux dire, il faut plutôt s'écouter. Après, si on doit parler devant une audience, si c'est, voilà, un discours, quelque chose de thématique, évidemment, quand on connaît son sujet, c'est plus facile s et même, qu'on le connaisse ou pas encore, sur le bout des doigts, la clé, c'est aussi la préparation, tout simplement. Donc
ça Mais peut tu as enlever quelque chose de particulier que tu fais, en fait, quand tu dois aller, parler devant un conseil d'administration probablement ou devant, une audience, pour porter un projet, par exemple? alors je pense qu'il faut vivre en quelque sorte ce qu'on va apporter. Donc, si je dois les convaincre par rapport à un projet, ben, je vais vraiment le porter ce projet et d'en être soi-même convaincu, après c'est clair que ça change la donne, auprès de son interlocuteur. Donc, s'approprier en quelque sorte les choses pour pouvoir ensuite mieux délivrer son message. Oui. Oui, c'est clair, et tu as un rituel quelconque ou pas? Ou c'est cette préparation que tu évoquais tout à l'heure? Alors moi, j'ai pas de rituel en ce qui me concerne. C'est un petit peu au feeling, pour être honnête. Je crois que voilà, de nouveau, il faut essayer de suivre son instinct. Maintenant, il y a des règles de base à respecter, mais est-ce qu'on y pense vraiment à ce moment-là, et cetera? C'est pas évident. Donc essayer de rester le plus naturel possible. Oui. En fait, ce qui ressort de ce que tu dis, et je te félicite parce que tu te fais confiance. C'est ça qui est magnifique. Donc, j'ai pas dit qu'on n'a pas des sursauts et qu'on n'y pense pas et qu'on n'a pas des coups de chaud ou de froid, effectivement, mais tu te fais confiance et ça, je trouve vraiment, magnifique. C'est ce que je souhaite à tout le monde, en fait. Et de nouveau, je pense que justement, nous, les femmes, on est toujours un petit peu comme, voilà, en train de se sous-estimer, en train de dire, ah, mais je pourrais faire mieux, etc. Évidemment, on peut tous faire mieux et on ne se rend pas compte, en fait, de notre potentiel. Donc, se faire confiance, avoir confiance en soi. Et je suis la première à avoir galéré par rapport à ça. Au bout d'un moment, voilà, faut se lancer dans la gueule du loup et puis on se dit: «Ah ben, en fait, c'était pas si horrible» et bah, en fait, je l'ai fait. Alors je l'ai pas fait peut-être aussi bien ou comme je l'avais imaginé, mais j'ai quand même fait. Il y a une petite satisfaction aussi après. En tout cas, voilà, on a le mot de la fin. Je te remercie pour ce partage, pour cette interview, pour cet entretien que j'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec toi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci Nathalie. Merci.